bonsoir à tous. On va présumer que vous nous entendez correctement. Être deux ce soir à vous accompagner dans cette présentation. Donc Laurent, que vous devez voir sur votre écran actuellement, Laurent Brien, qui est Bonsoir. administrateur, secrétaire général adjoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Et puis donc moi-même, donc Emmanuel Garot, président de la fédération. Et puis on va donc vous accompagner ce soir sur un sujet thématique importante, intéressante. On peut espérer que c'est une problématique que vous ne rencontrerez pas trop souvent cette année. Mais en tout cas, quand on la rencontre, on a quand même besoin de disposer d'un ensemble d'éléments à la fois, d'une part, pour en comprendre l'organisation. Et vous verrez que c'est une organisation qui est très normée, très formelle. Et puis également, vous apporter les éléments d'information nécessaires dans la mesure où vous seriez non pas concerné directement, je l'espère, mais plutôt concerné par l'accompagnement d'une famille dans le cadre d'un conseil de discipline, que vous puissiez lui apporter l'aide nécessaire avec toutes les limites que l'exercice demande. Vous pouvez bien sûr aider cette famille et la famille en question de toutes les manières possibles, sans pour autant et nécessairement vous sentir obligé d'être en quelque sorte un avocat commis d'office. On va donc essayer un petit peu de voir comment vous comporter, sachant qu'évidemment, il y a une certaine liberté pour vous par ailleurs, en fonction du contexte, pour adapter votre comportement. Dernier point, Emmanuel, avant que tu développes, pas Je t'en prie. perdre à l'esprit que même si ça s'appelle conseil de discipline, et je pense que bon, tout un chacun qui a déjà participé le sait, c'est au sein de l'établissement scolaire aussi un organe éducatif, une instance éducative. C'est-à-dire que alors parfois, évidemment, c'est une sanction qui est rude si c'est une exclusion définitive. On pourra rentrer dans le détail des sanctions, mais c'est principalement perçu, et parfois la sanction peut être aussi éducative, comme une instance éducative. C'est un point qui est quand même assez important et qui est, par expérience, pas souvent bien perçu par les familles. C'est-à-dire qu'ils voient évidemment que la sanction, ce qui est cohérent, et ils ne voient pas l'aspect un peu plus éducatif derrière. Je pense que c'est notre double rôle de parents, de leur rappeler ce qu'est le conseil de discipline en termes d'instance disciplinaire, mais que c'est aussi, et je n'oserais presque dire principalement, un organe aussi, une instance éducative. Tout à fait, très bonne précision. Très bonne précision. Alors, on commence par cette première slide qui, voilà, le conseil de discipline. Donc, on va rappeler ici que c'est un organe disciplinaire administratif, que ce n'est pas une juridiction, qu'une vigilance particulière doit être portée aux règles de la procédure elle-même, ce qui signifie en clair qu'il peut y avoir des vices de forme, des vices de procédure qui sont susceptibles ou qui seraient susceptibles de conduire à une forme d'annulation de la sanction qui aurait pu être éventuellement portée. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. C'est quelque chose de très clairement normé. C'est vraiment une procédure tout à fait rigoureuse. Procédure qu'on va essayer de détailler dans les slides qui suivent. Une procédure qui est souvent pas respectée par les chefs d'établissement. Absolument. On observe souvent effectivement un certain nombre de petites anomalies. Donc il s'agit d'une procédure qui est déclenchée par le chef d'établissement dans le cadre d'une procédure donc, qui est automatique pour les cas qui sont ici listés dans cette slide. Donc ça concerne un élève auteur de violences verbales à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement, un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève, lorsqu'une atteinte grave au principe de la République, notamment au principe de laïcité, est constatée, également pour des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève. Et donc là, petite précision très utile, y compris lorsque l'élève harcelé n'est pas scolarisé dans le même établissement. Bien entendu, lorsqu'un membre du personnel a été victime de violences physiques, le chef d'établissement est tenu de saisir le conseil de discipline. Donc là, vous avez quand même un ensemble de critères qui, entre guillemets, contraignent le chef d'établissement à provoquer et à lancer une procédure disciplinaire avec un conseil de discipline.
C'est pas au choix, au libre arbitre du chef d'établissement que de décider de lancer un conseil de discipline. Il y a des cas très précis qui sont répertoriés et qui permettent de le lancer et qui correspondent aux éléments qui sont, pour l'essentiel, qui vous sont portés ici sur cette présentation. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, il y a des principes à respecter. Encore une fois, c'est quelque chose de très normé, on va dire de très sérieux, pour parler clairement. Et là-dessus, on se doit de respecter la confidentialité absolue des débats qui peuvent précéder la décision. Là-dessus, évidemment, la confidentialité qui est retenue, qui est requise, est totale. On ne doit absolument pas dire comment les délibérations se sont déroulées, qui a pu dire, argumenter dans un sens ou dans l'autre. Tout ça est parfaitement couvert par une obligation de confidentialité pour l'ensemble des témoins, y compris les représentants de parents. Seules les sanctions légales figurant au règlement intérieur peuvent être explorées, c'est-à-dire appliquées. En tout cas, explorées, envisagées, puis ensuite appliquées. Ensuite, il y a un principe de contradiction qui doit être observé. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, s'expliquer et se défendre. C'est valable pour les représentants légaux de l'élève, qui doivent en être évidemment prévenus à l'avance de ce mode d'organisation et de leur droit à prendre la parole et à se défendre. Et par ailleurs, dans l'ordre des choses, ils doivent être les derniers à s'exprimer à la fin des échanges auxquels ils participent. L'élève en question peut par ailleurs se faire assister de la personne de son choix. Il n'est pas rare parfois qu'une famille décide de se faire accompagner soit d'un proche de la famille, soit même d'un professionnel, en l'occurrence d'un avocat. Ensuite, il y a un principe qui est celui de l'individualisation et de la proportionnalité de la sanction. Donc toute sanction doit être individuelle. C'est-à-dire que même pour le cas où vous auriez affaire à, par exemple, à une agression commise en réunion avec plusieurs élèves impliqués, chaque sanction doit être appliquée à chacun des élèves individuellement. Il ne peut pas y avoir un conseil de discipline dans lequel vous auriez 2, 3, 4, a fortiori 5 élèves qui passeraient en conseil de discipline simultanément. Et elle est déterminée en fonction de la gravité du manquement à la règle à l'origine de la convocation du conseil. Et en aucun cas, elle ne doit être majorée du fait d'un manquement précédent. Donc c'est vraiment, on juge le fait qui a provoqué la réunion du conseil de discipline et on ne sanctionne potentiellement qu'un élève et certainement pas plusieurs à la fois, quand bien même le délit ou l'action qui est reprochée serait collective. Ensuite, il y a un principe non bis in idem. Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Cette règle ne fait néanmoins pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction. Donc on peut se reporter, on va dire, au dossier global de l'élève, éventuellement à des antécédents, mais on ne peut de toute façon appliquer qu'une seule sanction. On peut passer la slide. Oui, juste un point par rapport au fait que l'individualisation des poursuites et des sanctions, il n'est pas rare que des faits disciplinaires soient reprochés à un groupe d'élèves qui ont commis une irrégularité, qui n'ont pas respecté le règlement intérieur à plusieurs. Il n'est pas rare que le conseil de discipline étudie les situations des 2 ou 3 en même temps. Ce qui n'est évidemment pas possible. C'est des choses qu'on peut retrouver parfois en commission d'appel disciplinaire, où on voit que les conseils de discipline se sont tenus conjointement, comme pourrait se tenir une audience judiciaire. C'est impossible, même si les cas sont identiques, même s'ils ont fait la même chose, même si on leur reproche la même chose, ils sont pris les uns après les autres avec leurs représentants légaux, les uns à la suite des autres, et la sanction est prononcée et en général annoncée à la suite à chacun d'eux et pas en groupe à la fin. Absolument. Absolument. Slide suivante, s'il te plaît.
Alors, le principe du contradictoire, là, on va détailler un petit peu le contradictoire. Il y a deux objectifs. Le premier est juridique, le second est éducatif. Sur l'aspect juridique, il s'agit de respecter les droits de la défense, c'est-à-dire de permettre à l'élève en cause de présenter des observations. Alors, ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral, il peut se faire assister ou même représenter. Il peut également discuter les éléments de preuve de manière contradictoire afin de vérifier la réalité ou la matérialité des faits, et ensuite de motiver la sanction. Si ces règles-là ne sont pas respectées, là, ça correspond à une erreur sur la matérialité des faits qui peuvent entraîner l'annulation de la sanction qui pourrait être portée par le juge de la décision de la sanction, souvent en appel. Sur la partie éducative, ça c'est un point que Laurent a très justement souligné au début de notre échange. Il y a un objectif éducatif, il n'y a pas seulement un objectif juridique qui est, on va dire, de respecter à la lettre le règlement intérieur et de sanctionner à tout manquement à l'égard de ce RI. Il y a un objectif éducatif. Il s'agit là d'écouter, de permettre à l'élève d'exprimer son point de vue, également de lui expliquer sa faute, donc il y a une dimension pédagogique, ainsi que la sanction que potentiellement il encourt. L'objectif ici, c'est vraiment que la sanction puisse avoir un rôle éducatif. Il ne s'agit pas simplement de punir. Il faut que cette sanction soit bien comprise et si possible acceptée pour que on puisse imaginer, supposer qu'elle soit efficace, pleinement efficace et qu'il y ait véritablement une prise de conscience chez l'élève qui va se voir sanctionné. Ça suppose aussi, c'est le point suivant, que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel. C'est très important, aussi bien pendant et après la sanction, afin d'être mis en situation de s'approprier le sens, la portée de la sanction prononcée à l'égard de leur enfant. Donc il faut qu'ils comprennent ça et que par ailleurs, ils soient en capacité, en mesure d'aider leur enfant à comprendre aussi la sanction et à l'accompagner peut-être sur le chemin nécessaire pour sa compréhension. Slide suivante, s'il te plaît. Alors maintenant, on passe donc à la composition. À quoi ressemble un conseil de discipline finalement? C'est un point très important. Le conseil de discipline est composé de 13 ou 14 membres, en fonction de la typologie de l'établissement, avec des membres de 3 qui sont le chef d'établissement, son adjoint, un CPE, l'adjoint gestionnaire, et puis on va compléter tous ces membres de droit par des élus issus du conseil d'administration. Ces membres du conseil d'administration sont choisis parmi 5 représentants des personnels, donc 3 représentants des parents d'élèves en collège, 2 représentants des parents d'élèves en lycée, ainsi qu'en établissement régional d'enseignement adapté, des élus issus de l'Assemblée générale des délégués, 2 représentants pour les collèges, 3 pour la partie lycée. Là, c'est un point sur lequel il faut peut-être s'arrêter 2 minutes. Il faut se figurer que concrètement, quand l'élève qui passe devant un conseil de discipline et ses parents vont rentrer dans la salle, ils vont donc se retrouver face à 13, 14 membres éventuellement. C'est donc une procédure qui est assez impressionnante. Quand vous rentrez dans une salle, que vous vous retrouvez, notamment pour un enfant plus ou moins jeune, et ses parents, y compris ses parents, se retrouver dans une salle face à 13 ou 14 adultes, parmi lesquels peut-être 2 élèves, mais en tout cas très majoritairement des adultes qui les regardent, qui sont généralement disposés sur des tables en U face à eux, c'est forcément un dispositif qui, par définition, est très impressionnant. C'est un point sur lequel nous, en tant que parents délégués, on se doit d'avertir très largement les parents et l'élève qui va être concerné, parce que c'est un dispositif qui, par son caractère très impressionnant, est susceptible de leur faire perdre totalement leurs moyens. C'est donc une chose à laquelle ils doivent être psychologiquement préparés, et là, leur indiquer, leur dire, est une chose qui est certainement très importante. Slide suivante, s'il te plaît. Alors là, on rentre dans les cas particuliers
Alors je ne sais pas, Laurent, si ça vaut la peine peut-être de rentrer vraiment dans tous ces cas particuliers qui présentent un caractère très juridique. Euh, D'autant plus que Non. là, on est sur une presse de 43 pages et bon, c'est peut-être un petit peu long. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Oui, oui, c'est vraiment des cas, c'est des cas très à la marge de ce que l'on peut rencontrer. Après, il est nécessaire de le savoir, mais à la limite, si le cas se présente, normalement, dans la convocation et en amont du conseil de discipline, on doit disposer de l'information de la part du chef d'établissement. Tout à fait. Slide suivante, dans ce cas. Pareil, là, Même chose. Ouais. c'est des cas très particuliers où on peut pas faire tenir le conseil de discipline dans l'établissement. Bah, en règle générale, c'est quand il y a eu de graves niveaux de violence envers le personnel du lycée ou du collège, ou alors quand il y a un risque que des personnes s'affrontent, enfin, qui se sont affrontés, qui se sont bagarrés, puissent de nouveau remettre ça en amont du conseil de discipline. Donc très souvent, c'est ces cas-là qui emmènent à la délocalisation. C'est quand même assez rare. Hein. D'abord, en plus, il y a un dispositif très particulier qui est fait juste pour parler de l'Académie de Créteil. On en a eu un l'année dernière. Ouais. Un seul, sur toute l'année scolaire. Ouais, c'est très rare. On peut passer au slide suivant. Alors, le conseil de discipline départemental, alors il faut savoir qu'il y a des conseils de discipline dans les établissements, bien entendu, mais il y a également des conseils de discipline départementaux. Et il a les mêmes compétences, il est soumis aux mêmes procédures que le conseil de discipline d'établissement. Sa composition est arrêtée par le recteur. Il est généralement présidé par le DAZEN compétent, donc DAZEN collège pour un collège, DAZEN lycée dans l'autre cas. Là, dans ce cas de figure, il s'agirait d'une affaire, personnellement je n'en ai jamais rencontré, dans lequel le chef d'établissement sollicite véritablement l'académie pour que le conseil de discipline départemental se saisisse du dossier en lieu et place de l'établissement. Là aussi, on va être dans un cas de figure analogue, hein, c'est-à-dire le cas de figure où on a des faits d'une telle gravité qu'on va souhaiter en quelque sorte là non seulement délocaliser géographiquement, mais délocaliser même en termes d'instance, on va dire. Juste un point, cette instance, en fait, elle est constituée en amont, enfin, au début de l'année scolaire. Et en fait, elle est après permanente. Si on a lieu de la réunir, elle se tiendra automatiquement, mais elle est composée complètement à part. Enfin, elle a la même composition, mais c'est une instance qui existe à part et qui est actionnée au besoin. Concrètement, c'est vraiment s'il y a un délit grave qui a été commis dans l'établissement et qu'on ne peut pas décemment faire tenir une instance disciplinaire sur le lieu de la commission d'une infraction. Tout à fait. On va passer au slide suivant. Donc là, cette fois-ci, on va dérouler un peu plus, on va dire on va rentrer dans le déroulement concret du conseil. Là, on rappelle simplement ce qu'on a déjà dit, mais la décision de réunir le conseil de discipline appartient au chef d'établissement et à lui seul. Il obéit à certaines obligations en cas de violence physique envers un personnel de l'établissement, ou lorsque le chef d'établissement est saisi par écrit d'une demande de conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative. On peut penser à un CPE, on peut penser à un enseignant. Et l'énoncé du motif, qui est généralement lu en tout début de conseil de discipline, doit contenir de façon très scrupuleuse l'ensemble des motifs et des circonstances de la manière la plus précise qui soit, détaillant bien les faits pour lesquels l'élève passe en conseil de discipline. On va passer au slide suivant. Il peut y avoir une interdiction d'accès à l'établissement par mesure conservatoire d'un élève qui passerait en conseil de discipline. C'est d'ailleurs bien souvent le cas. Il peut arriver, si le cas est pas trop grave, que l'élève puisse continuer sa scolarité le temps, généralement assez bref, une petite semaine dans la plupart des cas, que le conseil de discipline proprement dit soit constitué et se tienne.
mais dans bien des cas, on va, à titre conservatoire, demander à l'élève de rester chez lui en exclusion temporaire avant de revenir dans l'établissement pour assister à son conseil de discipline. Ce n'est pas une mesure d'exclusion en soi, hein, l'interdiction d'accès temporaire à l'établissement. Si le conseil de discipline n'aboutit pas à une exclusion ni temporaire ni définitive, l'élève peut retourner en cours immédiatement après la tenue du conseil. Mais quand on dit immédiatement ici, c'est vraiment dans l'heure, hein, dans l'heure qui suit. Et il faut bien être clair que cette mesure conservatoire ne constitue en rien une sanction en soi. On peut passer au slide suivant. Alors, pour ce qui est des convocations, le chef d'établissement convoque le conseil de discipline, donc soit dans son établissement, soit en le délocalisant. Ce sont les cas que nous avons vus précédemment. Les convocations sont émises au moins 5 jours francs avant la tenue du conseil. On ne décompte ni le jour d'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion du conseil de discipline. Alors, ce délai est extrêmement important, et là aussi, comme notamment Laurent vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est un cas à bien vérifier, car le non-respect de ce délai pourrait entacher d'illégalité la sanction prononcée par le conseil. Les convocations, quant à elles, elles sont communiquées sans surprise par pli recommandé, avec accusé de réception. Et pour ce qu'il en est des membres qui vont assister à ce conseil de discipline, qui vont constituer son jury, ils sont prévenus par tout moyen, y compris le courriel, ou la remise en main propre d'un courrier. La convocation, elle est envoyée aux 2 parents. Même si l'enfant a une résidence judiciaire déclarée chez l'un d'eux, les 2 parents sont convoqués. C'est aussi une cause d'irrégularité de la procédure. On convoque bien les 2 parents, sauf cas très exceptionnel. Je n'ai jamais vu de déchéance de l'autorité parentale, mais les 2 parents sont bien convoqués. Et c'est aussi des situations où parfois les établissements ne convoquent que le parent dont ils ont qu'ils voient régulièrement, avec lesquels ils ont des contacts, parce qu'il peut arriver que les parents aient beaucoup moins de contacts avec l'établissement, donc il n'est pas rare d'avoir qu'une seule convocation. Tout à fait. Merci. Merci Laurent. Ensuite, toujours sur la partie convocation, je pense qu'on va passer assez rapidement malgré tout. Le chef d'établissement convoque le conseil de discipline soit dans son établissement. Le conseil de discipline diffère selon la personne à laquelle elle s'adresse. A priori, on l'a déjà lu. On passe à la suivante. Alors là, on rentre un petit peu dans le détail des éléments d'information que comporte la convocation envoyée. Pour l'élève en cause, on va trouver la date, l'heure et le lieu de la réunion, les faits qui lui sont reprochés, son droit, ça c'est très important, à la consultation de son dossier auprès du chef d'établissement, et son droit à présenter lui-même sa défense oralement ou par écrit, ou se faire assister par la personne de son choix. Donc il faut savoir que préalablement à la tenue du conseil de discipline, le chef d'établissement a établi le dossier d'instruction, entre guillemets, de ce conseil de discipline avec un ensemble potentiellement de témoignages. Ça peut être le témoignage d'une personne de l'établissement qui a été agressée, ça peut être un élève, ça peut être un membre de l'encadrement, un enseignant. Il peut y avoir éventuellement des courriers d'élèves, par exemple, ou d'adultes qui ont pu être témoins d'une agression, s'il s'agit d'une agression, si c'est le cas. Tous ces éléments, le chef d'établissement les détient dans son bureau et l'élève et ses parents y ont un accès préalable à la tenue du conseil de discipline. Ils doivent pouvoir consulter l'intégralité du dossier, l'intégralité des pièces. Pour ce qui est des informations pour les représentants légaux, donc les parents, on trouve les mêmes éléments. Mais on vient ainsi ajouter le droit à produire leurs observations et à être entendus préalablement par le chef d'établissement. C'est-à-dire qu'avant la tenue, ils peuvent déjà commencer à échanger avec le chef d'établissement par rapport au dossier, notamment le dossier qu'ils ont pu consulter.
Et puis, évidemment, leur droit à désigner la personne de leur choix pour assurer la défense de leur enfant, si d'aventure ils estiment qu'une personne, ça peut être parfois un tuteur, ça peut être un professionnel comme un avocat qui peut les représenter. Slide suivant. C'est la même chose, mais C'est la même toutes les chose. personnes. On Ouais, rajoute le défenseur éventuel, c'est-à-dire un professionnel, une connaissance ou un parent ou un avocat pour l'accès au dossier. Il c'est faut quand même parfait. savoir qu'il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de familles qui se font assister, alors pas spécialement par un avocat, c'est plutôt en commission d'appel, mais dans les conseils de discipline, on voit de plus en plus intervenir des tiers extérieurs qui représentent la famille ou l'élève. Tout à Et fait. il y a une difficulté, très souvent par rapport au chef d'établissement, il y a une difficulté par rapport à la consultation du dossier. Et certains sont un peu réticents à transmettre les éléments à un tiers. Il y a tout un processus de signalement en amont. Ce qu'il faut aussi dire aux familles, c'est que s'ils sont représentés ou assistés, il faut qu'en amont, ce représentant se signale au chef d'établissement et se présente comme étant celui qui interviendra pour la famille et pour l'élève. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre cette petite incise ici. Pour avoir assisté à un certain nombre de conseils de discipline, les familles, c'était rarement le cas, mais j'ai quand même vu quelques familles qui faisaient appel à un avocat. Ça s'est avéré bien souvent très contre-productif pour l'élève en question et sa famille, notamment parce que l'avocat a tendance à, à travailler comme il a coutume de travailler en temps normal. Et là, il y a une sorte de choc culturel par rapport à l'établissement, par rapport à la culture éducation nationale. Et là où bien souvent le jury attend de la part de l'élève et de ses parents, de ses tuteurs, une attitude souvent un peu de contrition par rapport aux actes qui sont reprochés. L'attitude souvent un petit peu offensive de l'avocat tranche souvent en défaveur de l'élève. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement une mauvaise chose, mais en tout cas, l'expérience tend à montrer que ce n'est pas forcément quelque chose de très positif, sauf si vraiment on est dans un dossier dans lequel il y a vraiment un vice de forme clair par rapport à la procédure. Mais s'il s'agit vraiment de chercher à argumenter, c'est souvent un peu malheureux. Slide suivant. Bon, c'est un petit peu redondant, mais bon. Qui convoquer? Donc l'élève, les représentants légaux de l'élève mineur, les représentants légaux de l'élève s'il est majeur, sauf s'il est opposé à l'envoi de courrier le concernant, le défenseur éventuel, le personnel ayant demandé la comparution de l'élève, les éventuels témoins et leurs représentants légaux s'ils sont mineurs. Il y a par ailleurs des personnes à consulter, 2 professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique, ainsi que les 2 délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause. Là, il s'agit d'explorer un petit peu le contexte de l'élève, le contexte de sa classe, son parcours scolaire. Souvent, on va demander ce qu'il en est dans le courant de l'année, voire dans les années antérieures, voir comment l'élève se comportait, quels étaient ses résultats scolaires. Ce sont des éléments qui sont pris en compte dès le démarrage, on va dire, du conseil de discipline. En général, ça intervient au tout au début, ce type de témoignage. Et puis, ils peuvent être également convoquer toute personne susceptible d'éclairer le conseil de discipline d'une manière ou d'une autre sur les faits qui motivent la comparution. Slide suivant. Alors peut-être peut-on passer un peu rapidement là-dessus. Là, ça fait référence au contenu et à la consultation du dossier, donc le point qu'on a vu précédemment. Le dossier, de quoi est-il constitué? Il y a les informations sur l'élève, les renseignements relatifs à l'état civil, à son état civil, les coordonnées des représentants légaux, les informations sur le comportement de l'élève dans l'établissement, si éventuellement il y a eu des rapports de service de l'établissement. On va procéder bien souvent un peu, il doit y avoir son carnet de liaison sur lesquels peuvent être consignés l'ensemble d'éventuels incidents antérieurs, ainsi que le relevé des absences et des retards qui contribuent en quelque sorte à dresser en quelque sorte le portrait de l'élève et son rapport à l'établissement et à l'enseignement. Et puis il y a les informations sur les faits, proprement parlé,
Donc il y a le rapport du chef d'établissement qui rappelle de manière scrupuleuse et avec beaucoup de précision les faits, date, lieu, heure, circonstances, une description aussi détaillée que possible, et en mentionnant l'ensemble des personnes concernées, qu'elles soient directement victimes par exemple ou qu'elles soient simplement témoins. Il y a également donc les témoignages, les rapports, déclarations des parties concernées qui doivent tous être datés et signés. Et donc ça, l'élève et ses représentants légaux doivent pouvoir consulter tous ces documents. Slide suivant. Alors le déroulement à proprement parler du conseil de discipline. Ouverture, on a la signature, le quorum, la vérification du quorum et du secrétariat de séance. Donc on nomme un secrétaire de séance, on vérifie que le quorum est bien respecté. Donc il s'agit ici des 13 à 14 personnes que nous avons mentionnées ensemble au début de cette présentation. Les membres du conseil de discipline donc doivent signer impérativement la liste d'émargement, sachant qu'il est précisé ici, à toute fin utile, que cette séance n'est en aucun cas publique, bien entendu, ne serait-ce que pour la confidentialité des débats en lien direct. Le président du conseil de discipline vérifie le nombre de membres présents, soit 14 maximum. Il arrive parfois que quand le quorum n'est pas atteint, on aille chercher à la dernière minute un membre du personnel éligible, bien entendu, membre du CA, pour que le quorum soit bien atteint. Si le quorum n'est pas atteint, alors le conseil de discipline ne peut se tenir et de nouvelles convocations sont envoyées. La nouvelle réunion, dans ce cas de figure, doit avoir lieu dans un délai minimum de 5 jours et maximum 10 jours. En cas d'urgence, on peut supposer dans le cas où on aurait affaire à une situation particulièrement délicate, ce délai peut éventuellement être réduit en deçà de 5 jours. Le conseil de discipline siégera et délibérera valablement, quel que soit le nombre de présents, et le président ouvre la séance et désigne un secrétaire parmi les membres du conseil de discipline. Slide suivant. Donc c'est le président qui conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire. Et on doit respecter, ça aussi c'est un point important, parce que là il s'agit de 2 points qui relèvent du Code de l'éducation. Le président doit également veiller à ce que le conseil de discipline ait une portée éducative, point que nous avons abordé un petit peu plus tôt. Slide suivant. Alors, pour ce qui est du déroulement de la séance de manière très concrète, toujours, cela commence par une présentation de l'élève, de ses représentants légaux et de son défenseur, le cas échéant, si un défenseur a été nommé. Présentation des membres du conseil de discipline, lecture du rapport du chef d'établissement, ça commence toujours par là. Donc le président, donc le chef d'établissement ou son adjoint, le cas échéant, va faire la lecture du rapport détaillant précisément les faits reprochés. Ensuite, il y a des témoignages. Ces témoignages sont ceux de l'élève et de ses représentants légaux, de la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et de toute personne susceptible d'apporter un éclairage sur la situation ou d'une situation propre à l'élève. Tout témoignage qui serait susceptible d'éclairer un petit peu les faits reprochés. À l'issue des témoignages, l'élève et ses représentants légaux quittent la salle et s'entame alors la délibération du conseil de discipline, dont on a rappelé opportunément tout à l'heure que ces délibérations étaient strictement tenues au secret. Après quoi, l'élève et ses parents sont rappelés devant le conseil de discipline et lecture leur est faite de la sanction qui a été adoptée par les membres du conseil, en précisant bien de manière obligatoire qu'il leur est possible de faire appel. Slide suivant. Alors, concernant la délibération, le président du conseil de discipline propose une sanction et la soumet au vote du conseil de discipline qui délibère à bulletin secret. Donc, quand il y a délibération, ça commence tout d'abord par un débat au cours duquel on peut tout à fait discuter entre nous des sanctions susceptibles de pouvoir être portées ou non. Au terme de ce débat, le président, donc le chef d'établissement, son adjoint,
le cas échéant, vont proposer, à ce moment-là, va proposer une sanction. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer généralement sur ce qui semble relever du consensus entre les différents membres du Conseil pour proposer une sanction, laquelle est soumise à un vote à bulletin secret. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Et en l'absence de majorité des suffrages exprimés, une sanction inférieure est proposée, et ce jusqu'à l'obtention de la majorité. Donc, on va voter et revoter autant de fois que nécessaire pour qu'une majorité se déclare favorable à la sanction proposée. Donc, le président peut soumettre successivement plusieurs sanctions jusqu'à ce qu'elles trouvent l'accord de la majorité des personnes présentes. Donc, lorsqu'une majorité s'est dégagée dans une sanction, l'élève, sa famille et son défenseur sont de nouveau introduits devant les membres du Conseil, c'est ce qu'on a dit précédemment, pour entendre la décision qui a été prise. Slide suivante. Je vais juste vous interrompre 2 secondes. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Donc, soit vous avez été très très clair, ce que je ne doute pas, soit je rappelle aux participants, et notamment ceux qui sont arrivés peut-être par la suite, que donc les questions se posent uniquement par écrit, par le biais du module questions et réponses que vous trouvez dans la bande. Alors, ça dépend des systèmes. Soit vous avez la fonction Q&R qui s'affiche, soit il faut aller la chercher dans les paramètres autres. Voilà. Et elles seront donc posées à la fin de la présentation. Si jamais il y avait vraiment une urgence, j'interromprai ces messieurs. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce petit rappel et ces précisions. Nous allons parler maintenant des compétences du conseil de discipline, dont le contenu s'affiche désormais. Donc, les sanctions proposées par le conseil de discipline de l'établissement sont mentionnées dans un article du Code de l'éducation, le R511-13. Ça peut être un avertissement, un blâme, une mesure de responsabilisation inférieure ou égale à 20 heures, l'exclusion temporaire inférieure ou égale à 8 jours de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ou encore l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire ou définitive peuvent être assorties d'un sursis. Sursis qui peut être partiel ou total. Et les sanctions figurent explicitement au règlement intérieur de l'établissement. Point très important, on va toujours se référer au règlement intérieur. Slide suivant. Alors, des points de vigilance qui nous sont ici soulignés. Avant la tenue du conseil de discipline, le chef d'établissement doit prévenir la DDSEN afin que la réaffectation de l'élève, s'il est exclu définitivement, soit assurée dans les meilleurs délais dans un autre établissement ou bien au Centre national d'enseignement à distance, donc le CNED. Ça, c'est effectivement une prévention qui doit être prise par le chef d'établissement. On ne va pas se mentir, dans bien des cas, quand un conseil de discipline est tenu, c'est bien souvent l'exclusion définitive qui est en ligne de mire. Il est très important que l'élève qui est exclu définitivement puisse retrouver un nouvel établissement dans les meilleurs délais. Nous savons d'expérience que c'est bien souvent compliqué et il n'est pas rare qu'on puisse avoir un élève qui se retrouve sans nouvelle affectation pendant 1 mois, voire davantage. Donc ça, c'est un point de vigilance. Il peut arriver d'ailleurs parfois que dans certains dossiers, le conseil de discipline décide d'une sanction qui n'aille pas jusqu'à l'exclusion définitive, dans le but en particulier d'éviter précisément ce désagrément avec une forme de déscolarisation qui peut s'éterniser parfois au-delà du raisonnable. Passons à la slide suivante. Si un élève en lycée professionnel est exclu définitivement et sans sursis, alors le chef d'établissement, c'est un peu différent, n'est plus compétent pour signer la convention de période de formation en milieu professionnel. C'est évidemment un cas tout à fait particulier. Si une convention a déjà été signée, il doit alors la résilier, quand bien même le stage aurait débuté. Et il reste toutefois possible de décaler la date de la sanction afin précisément d'éviter
d'éviter qu'il y ait la perte du bénéfice du stage, qui est évidemment essentiel. Slide suivante. Après la séance, qu'advient-il? L'établissement scolaire se doit, au terme du conseil de discipline, d'envoyer la décision qui a été prise aux représentants locaux, à l'élève concerné, à ses représentants légaux, le défenseur éventuel, par recommandé, avec accusé de réception. La notification qui leur est envoyée doit impérativement rappeler le motif et préciser tout particulièrement les modalités d'appel. Cette notification est envoyée généralement le jour même, dans les 24 heures, au pire, qui suivent le conseil de discipline. On ne va pas forcément rentrer dans les détails qui suivent, qui sont un peu particuliers, que vous pourriez éventuellement retrouver dans cette vidéo quand elle sera disponible. Slide suivant. L'appel maintenant, donc la décision du conseil de discipline, les parents, donc les tuteurs, parents, l'élève peut demander donc à faire appel de la décision qui a été prise par le conseil de discipline. Ça se fait auprès du recteur d'académie et dans un délai de 8 jours à compter de la notification écrite de l'établissement. Donc ça, généralement, dans tout conseil de discipline, à la fois la possibilité de faire cet appel et ses modalités, notamment ses délais, sont rappelés généralement aux familles et à l'élève au moment de quitter la salle, juste avant de quitter la salle, afin que les choses soient bien claires. La lettre d'appel est rédigée par les représentants légaux, bien sûr, pour un élève mineur. Dans le cas d'un élève majeur, celui-ci est tout à fait habilité à rédiger lui-même le courrier. Si le cœur lui en dit, il le peut. Un avocat peut effectuer également cette démarche en lieu et place des représentants légaux ou de l'élève. Même en cas d'appel, et ça c'est un point très important, le fait de faire appel n'est nullement suspensif de la décision qui a été prise par le conseil de discipline. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. On peut faire appel. Pour autant, l'élève ne réintégrera pas l'établissement dans l'attente d'une décision d'appel qui serait susceptible d'inverser la décision qui a été prise. Slide suivant. Donc là, on nous parle ici de la réaffectation de l'élève après une exclusion définitive sans sursis, avec l'article de loi. Le DAZEN doit pourvoir à une inscription d'un élève exclu définitivement sans sursis dans un autre établissement ou au centre au CNED. Et même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire, donc au-delà de 16 ans, un élève exclu doit pouvoir terminer son cursus scolaire et se présenter à l'examen, indépendamment des décisions qui a pu être prises. Là, on parle principalement donc de la réaffectation avec la petite réserve qui a déjà été émise précédemment quant au délai, souvent anormalement long, pour retrouver un nouvel établissement. Slide suivant. Chaque établissement tient un registre des sanctions, comportant les faits, les circonstances et les mesures prises à l'égard d'un élève sans mention de son identité, bien sûr. Ce registre peut servir à chaque procédure disciplinaire pour donner la cohérence nécessaire aux sanctions prononcées. Donc là, il s'agit d'avoir en quelque sorte un document centralisant l'ensemble des sanctions qui ont pu être portées. L'un des objectifs très clairs, c'est d'essayer de respecter une certaine forme de cohérence entre les sanctions diverses qui auraient pu être portées dans le courant de l'année au regard des faits reprochés, afin d'éviter notamment des effets d'injustice. Quant aux procès-verbaux à proprement parler des conseils de discipline, qui ont donc procès-verbaux rédigés par le secrétaire de séance, qui a été nommé en début de conseil de discipline, ces procès-verbaux sont transmis à la DSDEN dans les 5 jours qui ont suivi le conseil de discipline. Suivant. Point très important, très intéressant, parce que si l'élève peut être tenté de remettre en cause la sanction qui le menace dans un premier temps et qu'il pourrait subir ensuite, beaucoup de démarches en commission d'appel sont très liées à la question du délai d'effacement des sanctions du dossier administratif de l'élève. Beaucoup de parents font appel, non pas tant pour contester les faits et la sanction qui a été portée,
mais font appel bien souvent par peur de voir la sanction qui a été portée rester très durablement dans le dossier de l'élève, avec un certain nombre de conséquences pour la suite de son parcours scolaire. Donc là-dessus, il faut bien préciser les choses. Quand un avertissement est donné, il est effacé à l'issue de l'année scolaire en cours, sous réserve bien sûr que l'élève ait respecté l'engagement précisant les conditions de mise en œuvre de cet avertissement. Si c'est un blâme ou une mesure de responsabilisation, c'est effacé dans le courant de l'année scolaire suivante. En cas d'exclusion, là, il y a une petite distinction à faire. Lorsque l'exclusion en question n'est pas définitive, elle est effacée à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle de la sanction. Et s'il change d'établissement, là, on est dans le cas d'une exclusion définitive, alors l'élève peut demander au chef d'établissement de son nouvel établissement l'effacement de la sanction. Le chef d'établissement n'est pas obligé d'y faire droit, et l'ensemble des sanctions figurant au dossier administratif de l'élève est effacé au terme de sa scolarité dans le second degré. Slide suivant. La commission académique d'appel en matière disciplinaire maintenant. Donc, vous avez une famille qui donc est passée en conseil de discipline, tout au moins son élève, enfin son fils ou sa fille. Ils font appel et passent donc devant la CAAMD au titre du Code de l'éducation. Vous avez ici les articles joints. Il faut bien être clair, cette commission d'appel ne refait pas le conseil de discipline. Il ne s'agit pas de rejouer ce qui a été fait dans l'établissement. Elle est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Bien souvent, le doyen des IEN, par exemple, qui se voit dédié plus particulièrement à cette tâche. Et elle est composée de 5 membres supplémentaires, parmi lesquels le DAZEN, un chef d'établissement, un professeur, et c'est là où nous rentrons en lice, 2 représentants des parents d'élèves. C'est-à-dire que les représentants de parents d'élèves sont aussi présents à cette commission d'appel. Slide suivant. Alors, quelle est la compétence de cette commission d'appel? Une fois de plus, elle n'est pas censée refaire le débat qui a eu lieu au moment du conseil de discipline d'établissement. Elle va examiner sur la forme et sur le fond la décision du conseil. Et elle va proposer un avis au recteur qui, lui, arrêtera une décision. Donc ça signifie que cette commission d'appel émet un avis, elle n'émet pas une décision. Le décisionnaire, c'est le recteur, qui suivra ou non l'avis émis par la commission d'appel. C'est ce qui nous est expliqué ensuite. La décision du recteur peut confirmer, modifier ou annuler partiellement ou totalement la sanction du conseil de discipline de l'établissement, en se basant, jusqu'à un certain point ou non, sur l'avis émis par le conseil d'appel, par la commission d'appel, pardon. Dans ce cas de figure, la décision du recteur se substitue à celle qui a été prononcée par le conseil de discipline de l'établissement. Par ailleurs, les représentants légaux de l'élève mineur comme majeur peuvent déposer, le cas échéant, un recours contentieux dans les 2 mois à la réception de la décision du recteur devant le tribunal administratif, ce qui signifie que là, potentiellement, si la décision prise par le recteur à la suite de l'avis émis par le conseil, par la commission d'appel, ne convient toujours pas à la famille, elle peut encore se retourner dans les 2 mois vers le tribunal administratif. Slide suivant. On a fini. Slide suivant est magnifique, de toute beauté. Donc, nos conseils. Télécharger, organisation des... Alors, pour aller plus loin, donc il y a les conseils. Télécharger la fiche conseil de discipline que la PEP a préparée pour le sujet. Donc là, vous aviez sur le slide précédent donc un QR code qui permet d'accéder à ce document. Veillez bien à ce que les mesures demandées soient mises en place et que la continuité des apprentissages soit respectée. C'est 2 points sur lesquels on a un peu insisté là-dessus. Il y a une dimension formelle. Et sur la dimension formelle, effectivement, il faut bien prendre soin que toutes les règles du jeu aient bien été respectées. Au contraire, il pourrait y avoir à ce moment-là une contestation sur la forme
de la décision prise par le conseil de discipline, et surtout, quand une mesure d'exclusion définitive est prononcée, il n'est pas rare que l'association de parents d'élèves soit appelée à monter au créneau auprès du rectorat afin de demander, avec insistance, à ce qu'il y ait une continuité des apprentissages, c'est-à-dire à ce que la réaffectation de l'élève intervienne le plus rapidement possible. Slide suivant, qui était là aussi un certain nombre de ressources auxquelles vous pouvez accéder à travers EduSchool ou à travers le site du ministère. Slide suivant, quelques textes, notamment le Code de l'éducation qui a été cité à plusieurs reprises, ainsi que ici un certain nombre d'articles tirés du Code de l'éducation qui ont pu être cités dans cette présentation. Et maintenant, nous sommes censés passer à vos questions. S'il n'y en avait pas, semble-t-il, au mi-temps de cette présentation, y en a-t-il à la fin? Il y en a un petit peu, pas énormément, c'est donc vous avez été très clair. Une première question, pas forcément en lien avec le conseil de discipline, mais juste une précision. Tu as parlé de l'obligation d'instruction obligatoire. Tu as dit 16 ans, il y a quelqu'un qui s'interroge par rapport à un âge annoncé de 18 ans. Donc cette période de 16-18 ans, est-ce que c'est de l'instruction obligatoire ou est-ce que c'est autre chose? Alors, si je comprends bien la question, quand un élève qui a dépassé 16 ans est exclu Oui. d'un établissement et que, bien entendu, il souhaite poursuivre sa classe de première ou de terminale, il est impératif, et ça c'est une obligation légale, quand bien même il aurait dépassé 16 ans, c'est un impératif absolu pour le rectorat de le réaffecter. En aucun cas, le rectorat ne peut arguer du fait que ce jeune ait dépassé 16 ans pour considérer qu'il n'y aurait plus d'obligation légale de lui faire poursuivre ses études et qu'il serait en quelque sorte en mesure de se soustraire à un devoir d'enseignement, d'éducation et d'affectation. Donc c'est simplement ça. Un rectorat ne peut en aucun cas dire cet élève a plus de 16 ans, il a été exclu de son établissement. À partir de 16 ans, l'enseignement, l'éducation n'est plus obligatoire, donc nous n'avons plus d'obligation de réaffectation. En aucun cas, ça ne peut fonctionner comme ça. Ouais, de 16 à 18 ans, c'est une obligation de formation, C'est ça, mais oui, qui n'est tout à pas fait. forcément Mais au qui sein peut de l'éducation passer, nationale. voilà, mais qui peut passer par l'éducation nationale. C'est-à-dire Tout à que fait. si une demande, en général, c'est beaucoup de formations professionnelles qui passent par par ce biais-là. C'est ça. Est-ce que l'on peut convoquer un conseil de discipline dans le cadre, par exemple, d'un ensemble de faits, d'une addition de faits qui ont eu lieu tout au long de l'année? Par exemple, on nous donne l'exemple de plusieurs exclusions de un seul jour, mais à maintes reprises. Alors, je vais parler un peu sous le contrôle de Laurent, mais normalement la réponse est non. Un conseil de discipline est toujours convoqué sur la base d'un incident particulièrement grave puisqu'il correspond à un ensemble de faits que nous avons détaillés au début de cette présentation. Donc un conseil de discipline ne peut en aucun cas, en quelque sorte, venir récompenser un élève pour l'ensemble de son œuvre. C'est absolument pas le cas. C'est vraiment sur un fait particulièrement grave que le conseil de discipline va être convoqué. En revanche, si dans le cadre de ce conseil de discipline qui va faire le travail nécessaire pour essayer de comprendre et de saisir le profil de l'élève. S'il y a eu des antécédents, alors les antécédents seront évoqués. Mais la sanction ne se fera pas sur la base de l'ensemble des antécédents évoqués. La sanction ne sera portée que sur le dernier fait, celui qui a justifié pour le chef d'établissement qu'il convoque le conseil de discipline. Donc non, ça ne peut pas être à un moment donné sur un fait entre guillemets très gênant, très embêtant, mais qui ne rentre pas dans la catégorie des faits graves justifiant un conseil de discipline. Le chef d'établissement ne peut pas dire bah, je vais me saisir de ce énième fait d'importance moyenne pour convoquer le conseil. D'autant plus que les autres faits ont déjà été sanctionnés. Bien souvent.
Pas Donc, toujours, mais bien non, souvent, oui. on pourra pas de nouveau. En revanche, ce qui se passe parfois, c'est que c'est l'incident qui est jugé, qui est évoqué par le conseil de discipline. Et parfois, l'incident, il peut être pluriforme, hein. C'est-à-dire qu'il peut, un seul et unique incident évoqué par le conseil de discipline peut avoir plusieurs formes. Ça peut commencer par une insulte envers un enseignant, puis se transformer par un fait de violence ou la destruction d'un bien de l'établissement parce que l'élève serait en colère d'un renvoi de cours, etc. Donc c'est l'ensemble de ces faits qui vont constituer l'incident et qui seront évoqués au conseil de discipline. Tout à fait. Alors on peut ajouter parfois que pour certains conseils de discipline, ça rejoint un petit peu la question qui a été posée par l'un de nos spectateurs. Il peut arriver qu'on ressente effectivement, dans le cas d'un élève qui a commis un certain nombre de faits très importants, ou moyennement importants, ou faiblement importants tout au long de l'année, on peut ressentir une forme d'excès absolu. Les personnes sont excédées par ce qui s'est passé, par le profil de l'élève, et effectivement, dans ce cas de figure, ils vont se saisir d'un cas, d'un fait particulièrement grave pour se dire que c'est l'occasion rêvée, entre guillemets, pour exclure définitivement l'élève. C'est pas rare que ça arrive comme ça, et ça peut faire partie parfois des axes de défense possibles quand on estime que c'est nécessaire, pour qu'il n'y ait pas d'excès de ce côté-là. Et que finalement, d'un fait présenté comme très grave, mais qu'il est peut-être pas autant qu'on pourrait le prétendre, qu'on finalement ne fasse pas payer un ensemble de faits antécédents. Donc ça fait partie des points de vigilance qu'un représentant de parents d'élèves peut avoir. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais simplement quand même vous en poser une. Si avant un conseil de discipline, une famille vient voir les parents d'élèves, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour eux? Pour moi, c'est toujours une situation qui est un peu ambiguë en amont. C'est toujours une situation délicate. Euh, J'ai eu le cas très récemment où voilà, la personne souhaite vraiment s'entretenir. Elle sait que je siège au conseil de discipline. Donc en général, quand il y a eu un trop large échange, j'envoie le suppléant, ma suppléante qui y va. Moi, je trouve assez ambigu. Pour moi, l'information, elle doit rester centrée sur, alors en résumé évidemment, un peu ce que l'on a fait ce soir, c'est-à-dire une explication de ce qu'est l'instance, de ce qu'est le conseil de discipline, du comportement peut-être que doit avoir l'élève et ses parents au conseil de discipline, insister sur le fait que même s'ils sont tendus et même s'ils pensent que parfois les choses sont jouées d'avance, c'est quand même une instance aussi éducative, hein, à 2 degrés en plus, éducatif. Donc plutôt insister sur ce terrain-là. Après, c'est vrai que très souvent, quand vous recroisez après la personne au conseil de discipline, elle attend autre chose de vous. Elle pense que vous êtes un soutien pour elle lors du conseil de discipline. Moi, je trouve que la situation, elle est un peu ambiguë, mais on doit y répondre. Oui, alors je partage effectivement ton opinion. C'est pas une situation simple, pas forcément une situation très très agréable, et dans bien des cas, ce qu'on peut apporter en amont, c'est un petit peu ce qu'on pouvait évoquer au début de cette présentation, c'est-à-dire mettre en garde la famille sur le contexte qu'il va rencontrer, sur l'attitude à adopter. Par expérience, si l'enfant qui est mis en cause adopte une position un peu arrogante, et forcément ça va profondément le desservir. Si à l'inverse il perd totalement ses moyens et s'effondrer totalement pendant le conseil de discipline, parce qu'il va se retrouver, lui et ses parents, dans un contexte, encore une fois, très impressionnant. Rentrer dans une pièce avec un jury de 14 personnes qui vous regardent dans le blanc des yeux et vous détaillent pour essayer de comprendre un peu qui vous êtes, c'est forcément une épreuve. Donc, informer les parents de ça, leur dire qu'ils vont passer une épreuve tout à fait délicate, difficile, leur expliquer aussi qu'une attitude peut-être, on va dire, de conciliation et éventuellement de reconnaissance des faits quand ils sont évidents, sera plutôt appréciée, c'est une bonne chose. Mais dans l'absolu, et pour le reste, il est
généralement souhaitable de ne pas forcément rentrer dans le détail du dossier en amont avec la famille et faire porter l'essentiel de son effort pendant le conseil de discipline, parce que c'est pendant ce conseil que la totalité des éléments, avec tout le contradictoire, sera délivrée. Et qu'il est essentiel de disposer de ces éléments, bien souvent de manière aussi neutre que possible, avec l'intégralité du dossier et le contradictoire qui va avec, qui vous sera présenté en une seule fois. Je reviens, donc j'ai un peu plus de précision par rapport à ce conseil de discipline qui peut être convoqué éventuellement à la suite de nombreux éléments. Donc nous avons une nouvelle commission éducative qui enchaîne les avertissements, notamment par exemple en cas de détention de puff, avec plusieurs avertissements conduisent-ils ou non à un conseil de discipline? Le Non. chef d'établissement qui enchaîne les avertissements. Pas commission éducative, enfin je pense que CE, ça veut dire chef d'établissement, là, à mon sens. Ouais, alors il doit y avoir il existe en particulier au collège ce qu'on appelle une commission pédagogique, dont l'usage peut être multiple. Ça peut servir d'avertissement dans le cas d'un comportement effectivement problématique, voire d'un fait commis. En général, c'est plutôt toute une série de faits, des retards répétés, des absences. Cette commission pédagogique, bien souvent, est d'ailleurs convoquée par le chef d'établissement avec un objectif qui est bien souvent d'établir le contact avec une famille un peu fuyante, avec laquelle on a du mal à établir le contact. Maintenant, s'il y a eu des avertissements portés, une voire plusieurs commissions pédagogiques, cela n'entraîne en aucun cas de manière automatique un passage en conseil de discipline. Ce sont des choses totalement distinctes. Je n'ai... Attendez, hop, non. Ici, il y a quelle position si la situation sociale de l'enfant est déjà suivie et sensible? À ma connaissance, ce sont des points qui sont évoqués pendant le conseil de discipline. Ça fait partie, je dirais, des éléments d'information qui sont portés à la connaissance du jury, puisqu'il faut avoir une connaissance complète de l'élève, aussi complète que possible, et la prise en compte, en tout cas la prise en compte en termes de connaissances. Ça ne veut pas forcément dire que ça engendrera une clémence plus grande, mais avoir tous les éléments d'information, y compris sur le contexte familial et social de l'élève, qui se rend devant le conseil de discipline et de toute façon systématiquement regardé et observé de très près. C'est quand même un point pour lequel il faut être nous vigilants parce que parfois c'est pas systématiquement le cas. C'est-à-dire que en fait parce que parfois des familles ne veulent pas évoquer la situation ou ne sont pas enclins à ce que ça soit exposé lors du conseil de discipline. Donc si elles ne le font pas, c'est les inviter à le faire peut-être en amont du conseil de discipline pour qu'au moins le chef d'établissement ait entre les mains des dispositions. Il peut arriver aussi qu'il en fasse état avant aux membres du conseil de discipline, de manière à ce que ce ne soit pas débattu, si ça peut porter atteinte à l'élève ou blesser l'élève lors du conseil de discipline. L'objectif n'est pas de le rabaisser parce qu'il serait dans une situation sociale difficile ou autre. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas systématiquement évoqués par les familles en amont. On parle souvent quand il y a des problèmes de dyslexie et autres, des problèmes de santé, mais quand il y a d'autres types de problèmes sociaux, économiques, etc., c'est rarement évoqué. Et c'est des situations qui peuvent aussi engendrer des comportements d'élèves passifs du conseil de discipline. Donc, c'est des choses qu'il faut rappeler aux parents. Je vous remercie, messieurs. Je n'ai plus de questions. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir supportés. Et puis, à vous de jouer, si j'ose dire. C'est toujours... faut savoir que ça sera peut-être un dernier mot. Je ne sais pas si Laurent partagera mon opinion. Pour avoir fait un certain nombre de conseils de discipline, c'est toujours un moment très particulier, très spécial, souvent assez douloureux, qui laisse une certaine amertume. Ouais, c'est pas facile. Oui, de la même manière, j'ai envie de dire qu'il faut parfois préparer les parents à une épreuve délicate. Il faut aussi se préparer soi-même à affronter une situation qui parfois peut être particulièrement gênante, parfois choquante.
et qui peut laisser, comme je le disais, une forme d'amertume, de quelque chose d'assez désagréable. Donc il faut s'y préparer aussi, il faut le savoir. Le rôle de parent d'élève n'est pas toujours simple, et celui de représentant dans le cadre d'un conseil de discipline n'est vraiment pas le plus facile qui soit. Donc il faut le savoir, il faut s'y préparer, jouer son rôle autant que possible, mais se dire qu'on ne va pas forcément sortir totalement indemne d'une épreuve que l'on subit aussi parfois soi-même. Merci à tous, passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous.